Igloo, le Mac de l'habitat. Salut et bienvenue dans Igloo. Cédric Simonin, bonjour. Bonjour. Igloo, c'est le Mac de l'habitat, deuxième saison. Et avec vous aujourd'hui, on va répondre à une question parce que c'est la nouveauté de l'année dans Igloo. On répond aux questions des internautes, ceux qui posent leurs questions sur Igloo on Air, sur le site Facebook d'Igloo, Igloo on Air. Stéphanie de Benfeld nous a demandé de la conseiller sur l'achat de son terrain de construction. Oui, alors c'est un vaste sujet. Elle a raison de poser cette question parce qu'on peut faire des petites bêtises si on n'est pas au fait de ce qu'il faut prendre en considération. Alors c'est un sujet qui est assez large à traiter. Je vais essayer de le traiter de manière la plus simple possible. Je vais déjà faire un distinguo entre j'achète un terrain en lotissement et j'achète un terrain hors lotissement, en diffus. Vous savez, vous trouvez un terrain comme ça qui est tout seul dans un coin. C'est ce qu'on appelle hors lotissement en diffus. Donc, il y a 3 points que je souhaiterais traiter. Le premier, c'est les règles juridiques. Qu'est-ce que je peux construire dessus? Le deuxième, ce sont les points de vigilance liés à ce terrain. Et le troisième, c'est comment j'implante une maison sur ce terrain. On va commencer par le point numéro 1, les règles juridiques. Comment s'assurer de la constructibilité du terrain? Alors, les points de vigilance qu'il faut prendre en considération, le premier, c'est savoir ce que l'on peut faire sur ce terrain. Et là, dans chaque commune, il y a un PLU, plan local d'urbanisme, qui vous dit, c'est une cartographie de la commune qui vous dit à l'endroit où vous voulez construire ce que vous pouvez construire. Ça vous donne, par exemple, quelle est la hauteur de gouttière qu'il ne faut pas dépasser, est-ce que vous pouvez faire un toit plat ou 2 pans, quel type de tuiles vous devez et vous pouvez mettre sur votre. Ça, c'est sur votre différent maison. dans chaque commune? Oui, mais même dans une commune, ça change en fonction des zonages du PLU et ça change d'une commune à l'autre, effectivement. Le deuxième point, ce qu'il faut demander pour s'assurer de la constructivité du terrain, et ce qu'on peut faire dessus, c'est un certificat d'urbanisme qu'on appelle CU vulgairement. Et il y a 2 types de CU, le CUA, le CUB. La différence entre les deux, le premier CUA, c'est juste des renseignements généraux. Quelles sont les règles d'urbanisme, les servitudes, et puis les taxes qui sont exigibles. Le CUB indique ce que vous pouvez faire par rapport à un projet déterminé. C'est-à-dire que vous avez déjà une idée de ce que vous voulez faire. Vous dessinez sur le plan du terrain ce que vous souhaitez faire. Vous l'envoyez au service administratif et ils vous disent si c'est jouable ou pas. Il y a un troisième point que je voudrais aborder, c'est si vous êtes dans un secteur, ce qu'on appelle des ABF, les architectes des bâtiments de France. En fait, vous savez qu'en Alsace, on a beaucoup de monuments classés. Et il y a un périmètre autour de ces monuments classés dans lequel on ne peut pas faire ce que l'on souhaite. Alors, qu'est-ce que ça implique? Ça implique un délai de permis de construire qui est un peu plus long. C'est-à-dire qu'il faut compter 2 mois de plus que le délai du permis de construire, l'instruction du permis de construire qui est déjà de 2 mois. Et il y a des prescriptions qui sont souvent particulières. C'est un coût supplémentaire également? Bah oui, parce que prenons un exemple, si vous êtes dans un périmètre parce qu'il y a une église classée qui est à côté à moins de 500 mètres de la construction que vous voulez réaliser, on vous imposera, si vous souhaitez par exemple mettre des Velux sur un toit 2 pans, on pourra vous le refuser et remplacer par un chien assis. Alors un chien assis, c'est un terme de bâtiment, hein, n'imaginez pas un teckel sur un toit, d'accord? Pourquoi un teckel? Mais je sais pas, parce que j'ai pensé à un chien assis. Oui. On m'a déjà fait la remarque, c'est pour ça que je vous dis ça. Il y a des vieux chiens assis. Il y a des vieux chiens assis aussi. Mais c'est Très vrai que beau, dans le très, bâtiment, très on beau. utilise beaucoup de lions. Vous savez quoi, de noms là-dessus. Il y a des dauphins aussi. Voilà. N'imaginez pas Flipper, un dauphin, c'est ce qui va en bas des gouttières. Donc, on peut vous imposer un chien assis. C'est un coût différent d'un Velux. On peut vous imposer un type de tuile aussi particulier. C'est un coût différent que les tuiles que vous auriez peut-être initialement prévues. Donc, c'est peut-être un budget supplémentaire qu'il faut prévoir. C'est pour ça que je voulais appuyer sur ces points-là. Il faut bien se renseigner donc avant, évidemment. Deuxième point, c'est le bornage du terrain. Oui, alors effectivement, vous achetez un terrain, vous pensez, vous avez l'intention d'acheter un terrain, il faut savoir déjà quelle est sa contenance. Et puis, pour implanter une maison, il faut savoir quelles sont les limites séparatives du terrain. Donc, il faut absolument vérifier qu'il soit borné ou le faire borner. Donc, pour le faire borner, il faut passer par un professionnel, c'est un géomètre. Et puis, pour vous donner une idée, un géomètre pour borner un terrain, si le terrain est relativement simple à borner, il faut compter environ entre 1 000 et 1 200 euros. Je vous donne des prix comme ça, hein, c'est à valeur juste indicative. Si le géomètre est borné, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, c'est un peu plus compliqué. J'en connais quelques-uns. Changer de géomètre. Donc le bornage du terrain est effectivement assez important. Parfois sur les terrains qui sont de vieux terrains entre guillemets, dans le sens où ils sont dans le défamie depuis pas mal d'années, c'est pas évident de retrouver les bornes. Par contre, c'est primordial parce que ça peut être très embêtant après lors de l'instruction du Il y a permis de des construire. traces quand même. Ouais, mais parfois il y a des vieilles bornes. Vous savez, c'est des pierres. À l'époque, on mettait des pierres au niveau à la place des bornes. Aujourd'hui, vous voyez des piquets avec un peu de peinture rouge. Faut retrouver ces bornes-là. Et puis quand vous avez la forêt vierge,
au niveau du terrain, c'est pas toujours évident. Donc c'est pour ça qu'il faut passer par un géomètre. Ensuite, on a Ensuite- l'étude du sol. Alors ensuite, il y a l'étude de sol. Parce que effectivement, il y a ce que l'on voit et il y a ce que l'on ne voit pas. Et l'implantation de la maison va être déterminée aussi par la contenance, entre guillemets, enfin, par la contenance, mais ce qu'il y a au niveau du sous-sol. Ça, c'est primordial à vérifier. Pourquoi? Parce que on s'est rendu compte pendant de très nombreuses années que si on faisait pas attention à ce qu'on avait au niveau du sous-sol et que vous aviez parfois ou de l'eau ou un terrain qui n'était pas assez dense, je vais essayer d'utiliser les mots simples, hein, pour recevoir les fondations normales entre guillemets d'une maison, eh ben, vous aviez la nécessité de faire des adaptations au sol, des fondations spéciales. Et ça nécessite pardon, un surcoût qui est parfois très important. Et si on ne fait pas cette étude de sol, on s'en rend compte lorsque vous commencez à creuser, à faire les fondations, à creuser le trou. Mais là, quand vous creusez le trou, c'est que vous avez déjà votre permis de construire et votre financement est déjà mis en place. Et s'il faut rajouter un surcoût de 5, 10, 15 ou 20 000 euros supplémentaires, ça peut faire très mal. Mm. Deuxième chose, imaginez maintenant quand vous creusez ce trou, ces fondations, hein, faites l'excavation du terrain, pardon, pour faire les fondations, vous vous rendez compte que l'eau, ce que l'on retrouve en Alsace, hein, on a vu que Stéphanie était à Benfeld. À Benfeld, vous avez des nappes phréatiques qui sont relativement hautes. Elles sont quasiment affleurantes, à 1 mètre, 1 mètre 20, 1 mètre 30 du sol. À peine vous creusez, vous avez toujours tout de suite une nappe phréatique. Là, vous n'implantez pas une maison dans l'eau. Donc, ça veut dire que la maison, elle est plutôt posée sur le sol, entre guillemets. Ça veut dire que vous aurez des escaliers d'accès à l'étage si vous mettez une cave, une terrasse surélevée, et ça a aussi des surcoûts. Donc, c'est primordial de se renseigner par rapport à la qualité du sol. Ça, c'est pour éviter des surcoûts. Et si j'achète tout seul alors? Alors ça, c'est compliqué parce que quand vous passez par un lotisseur, j'ai dit que je faisais le distinguo entre lotissement ou pas, le lotisseur, normalement, fournit des études de sol. Si vous passez par un constructeur de maisons individuelles, lui, il va s'assurer de la qualité du sol parce que c'est lui qui est responsable. Hein, si je prends mon cas de mince, on a creusé le trou et puis on se rend compte qu'il y a des fondations spéciales, c'est lui qui doit les prendre en charge si c'est un contrat de construction de maison individuelle. C'est différent entre un contrat de construction de maison individuelle et un contrat de maîtrise d'œuvre. Ça, ce sera l'objet d'une autre émission. Mais il y a un cadre juridique différent. Mais en tout cas, il a cette responsabilité-là. Donc, généralement, il le fait. Si vous êtes tout seul, ou alors vous prenez quelqu'un qui fait des études de sol, les gens spécialisés là-dedans, ça coûte un peu d'argent, mais ça vaut Ça vaut le coup. Ça vaut le coup, ouais. Faut pas rigoler avec ça. Ensuite, viabilisation et branchement. Alors oui, vous avez un terrain, vous allez implanter votre maison, il faut quand même le raccorder. Les réseaux d'eau, les réseaux tout à l'égout. Donc, il faut savoir où se situent les viabilités. Lorsque quelqu'un vous vend un terrain, il vous dira « oui, le terrain est viabilisé ». Ça veut tout dire et rien dire. Viabilisé, si le terrain est viabilisé, il est viabilisé sur le terrain, en partie privative. Généralement, un terrain vendu en diffus, les viabilités passent dans la rue. Et là, quand vous êtes dans la rue, pardon, ce sont des services concessionnaires, vous ne pouvez pas vous taper dans le domaine public, donc le coût est un peu plus important. Quand le terrain est déjà viabilisé, le coût est... Pardon, je vais faire l'inverse. Le coût est beaucoup plus intéressant si le terrain n'est pas viabilisé que s'il est déjà viabilisé, c'est-à-dire les réseaux sur le terrain. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, il y a les travaux de branchement. Donc, j'ai parlé des viabilités, le terrain viabilisé sur le terrain, en limite de parcellaire. Et après, il faut raccorder la maison, c'est ce qu'on appelle les travaux de branchement. Électrique, Internet, etc. Mais oui, et puis après, tout ce qui est tout à l'égout, et puis réseau d'eau. Vous voyez ? D'accord. Donc, ce sont des coûts qu'il faut budgétiser. Pour vous donner une idée, lorsque vous avez les travaux de branchement et que vous avez une maison qui est à peu près implantée à 20, une quinzaine de mètres de la rue, il faut compter entre 8 et 12 ou 13 000 euros. Ça coûte D'accord ? cher? Oui. Ça, c'est juste les travaux de branchement. Ah Si oui. le terrain est déjà Donc, viabilisé. c'est assez cher, non? S'il faut encore le plus viabiliser, vous avez un coût qui peut varier entre 7 et encore 12 000 euros. Donc, on peut se retrouver avec des factures sur un terrain non viabilisé, avec viabilité 8-10 000 euros et branchement encore 8-10 000 Ouais, euros. donc si on n'est pas spécialiste, il vaut mieux faire confiance à un spécialiste, justement. Oui, Un c'est pour ça professionnel. que les professionnels sont là pour vous chiffrer cette Ouais. viabilisation et de branchement. Mais là, c'est vraiment le cas où vous achetez un terrain tout seul. Voilà les points de vigilance sur lesquels je souhaite appuyer. Ouais. Dernier chapitre de cette émission, donc bien acheter son terrain de construction dans Igloo, l'implantation de la maison. Et oui, quand on choisit un terrain tout seul, j'ai déjà vu des cas où finalement les gens ont acheté un terrain tout seul et j'étais obligé de leur dire mais on peut pas faire grand-chose. En tout cas, on ne peut pas faire ce que vous imaginez dessus. Je l'ai dit par rapport aux réglementations d'urbanisme. Il y a ce qu'on appelle les limites de prospect. Comment j'implante ma maison par rapport à mon voisin. Dans le Bas-Rhin, c'est souvent 3 mètres. Dans le Haut-Rhin, c'est souvent 4 mètres qu'il faut respecter entre le mur de votre maison et la limite parcellaire. Mais vous pouvez aussi vous mettre sur limite de propriété. Ça implique une architecture qui est un petit peu différente. Donc ça, il faut le prendre en considération. La
La question c'est qu'on peut se poser, c'est qui décide de ça? Est-ce que Ouais. je me mets sur limite ou est-ce que je me mets mais en fait, c'est vous, votre constructeur ou votre architecte. C'est-à-dire que c'est ensemble, en fonction de ce que vous souhaitez comme typologie d'architecture, c'est vous qui allez décider de l'implantation à y mettre. Mais il faut quand même la respecter. Il faut faire attention à ça. Un point qui est intéressant aussi d'évoquer, c'est l'orientation du terrain. Alors, ce qui est assez amusant, c'est quand les gens demandent mais est-ce que le terrain est orienté plein sud? Tous les terrains sont orientés plein sud parce que finalement, l'orientation, c'est le masque de quelque chose sur votre terrain. Ce qui est important, c'est de savoir où est située la rue. Et finalement, vous n'implantez pas la maison de la même manière que la rue soit située au nord ou au sud. Pourquoi? Parce que généralement, vous allez plutôt implanter vos terrasses sud-ouest et avoir vos accès garage côté nord. C'est comme ça qu'on optimise la maison. Mais si vous avez la rue côté sud, là, vous allez avoir les accès côté sud. Donc, vous aurez avoir une implantation qui est différente. Donc, l'orientation du terrain va jouer. Il y a aussi les lignes à haute tension, Alors, les lignes haute tension, c'est un grand ou sujet. moyenne tension d'ailleurs. Ouais, moyenne tension, parce que les hautes tensions, on les voit assez facilement. Et les moyennes tensions, On construit en dessous, on peut? alors, il y a un point de vigilance à avoir, c'est que, alors, on peut construire sous des lignes moyennes haute tension. Il y a des gros points de vigilance, notamment au niveau de la construction. Vous voyez? Parce que vous imaginez une pelle mécanique qui commence à bouger sur une ligne haute tension, on a déjà vu des dégâts relativement importants. Après, j'ai mis une réserve, puisque vous savez que j'ai beaucoup travaillé avec l'Institut de recherche de Nancy-Brabois, qui est spécialisé dans les ondes électromagnétiques. Il y a les quelques points de vigilance à avoir sous les lignes haute tension, moyenne tension. Je ne conseille pas forcément. Ouais, Je conseille pas forcément. Ouais, vaut mieux éviter. Vaut mieux éviter. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a la présence de l'eau également. Alors là aussi, c'est un point important. Oui, c'est un point important. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Là, j'aimerais évoquer ce que ça implique. Quand vous avez de la présence d'eau et que vous voulez absolument faire une cave, vous avez une maison qui est sortie de sol. On retrouve ça beaucoup dans le Ride, ce qu'on appelle des maisons champignons, un peu taupinières. Vous êtes obligé de remblayer. Ça a un surcoût supplémentaire, il faut l'avoir en tête. Les remblais, ça coûte de l'argent. Une terrasse surélevée, ça coûte de l'argent. Vous avez souvent des gens qui sont obligés de faire des terrasses surélevées. Vous voyez, il n'y a plus de garde-corps, elles ne sont pas aménagées parce que tout d'un coup, c'était pas prévu comme ça. Ouais. Et puis, ils se retrouvent un petit peu en difficulté financière. C'est quelque chose que je trouve détestable. Donc, il faut vraiment être vigilant par rapport à ça. Et parfois, les professionnels omettent certaines informations. Les mauvais professionnels, les bons informent les gens. Ouais. Donc, les terrasses surélevées, oui, c'est une conséquence parfois de présence d'eau. Mais on peut construire une maison s'il y a de l'eau? Alors, attention, la notion d'eau, c'est quand vous avez une nappe phréatique qui est assez haute. C'est ça. C'est pas un terrain inondable. Un Oui. terrain inondable est non constructible. On D'accord? est d'accord. Et donc, Non, vous n'aurez quand je pas de parlais d'eau, permis. c'est ça. Vous n'aurez pas de permis de construire sur un terrain inondable. Ok. Là, je parle vraiment de présence d'eau liée à la nappe phréatique. La nappe Voilà. phréatique, Et donc, c'est pas un problème. non, c'est pas un problème, non. Non, absolument pas. Ok. La maison enterrée également? Oui. Alors maintenant, imaginons que vous n'avez pas de problème d'eau et que vous puissiez enterrer votre maison relativement de manière importante. Alors, il y a d'autres points de vigilance, c'est la descente de garage et puis ce qu'on appelle les murs de soutènement. Ce sont aussi des éléments financièrement qui ne sont pas assez pris en considération. D'accord? Donc, le mur de soutènement, pour vous donner une idée, si vous avez une descente de garage, vous creusez dans le sol, il faut juste retenir les terres à droite et à gauche de cette descente de garage. Voilà ce que c'est un mur de soutènement. Parce que je vois votre regard un peu dubitatif. Eric. D'accord? Donc, posez des questions s'il y a un truc que vous ne comprenez pas, parce que j'ai peur que les auditeurs ne le comprennent pas non plus. Mais vous êtes parfaitement clair. Donc là, vous avez un net surcoût par rapport à ces murs de soutènement et la descente de garage. Et si vous regardez parfois les maisons dans les lotissements, il arrive que les descentes de garage ne soient pas terminées pendant quelques années. Parfois, pour des raisons financières. On termine avec le fameux terrain en pente. Oui. Alors, vous avez le terrain en pente. Ça, c'est assez spécial. On en a un peu moins en Alsace que dans la région annécienne, par exemple. Les terrains en pente, quels sont les 2 points de vigilance? Je préconise plutôt le terrain en pente montante. C'est-à-dire que la rue est plutôt en partie basse. Parce que ça, c'est l'idéal. Vous avez une cave, vous rentrez droit au niveau de la cave. Donc, j'ai plus mes problèmes de descente de garage, plus mes problèmes de mur de soutènement. Oui. Et je sors directement, parce que mon terrain est en pente. Je vais essayer de montrer Ouais. à la caméra. Et je sors directement de ma terrasse, directement sur le terrain naturel. Ouais. Ça, en coût, c'est ce qui est le moins cher, entre guillemets. Ce qui est plus émettant, c'est quand vous avez le terrain en pente descendante, c'est-à-dire la rue qui est plutôt sur le haut. Alors là, ça nécessite des aménagements, une maison en escalier, entre guillemets, les jardins en terrasse japonaise. Enfin, ça nécessite des surcoûts et un aménagement de maison qui est un petit peu différent. Mais il y a des solutions. Oui, mais en fait, il y a des solutions au niveau de l'architecture, il y a des solutions dans tout. La question que je voulais évoquer là, c'est surtout des questions financières. C'est-à-dire que souvent, les gens flashent pour un terrain, ils ont un vrai coup de cœur, ils viennent voir un professionnel, et là, c'est une vraie déception, parce qu'en fonction de la maison qu'ils souhaitaient construire dessus, on leur dit, on peut plus faire ça, il faut...
et des coûts supplémentaires liés à l'architecture. Donc il faut faire venir le professionnel avant l'achat. Ouais, c'est l'idéal. C'est l'idéal, c'est bien de se faire conseiller par le professionnel en amont. Bien acheter pour construire sa maison, bien acheter son terrain de construction. En quelques points, et pour résumer, allez, en quelques secondes, qu'est-ce qu'il faut retenir, Cédric Simonin? Allez, en 3 points. 1, on se renseigne sur qu'est-ce que j'ai le droit de construire dessus, les règles d'urbanisme. 2, je m'efforce de savoir quelle est la dimension exacte du terrain, le bornage du terrain, et qu'est-ce que j'ai sous ce terrain-là. Et 3, je réfléchis à mon implantation en fonction des 2 premiers éléments. Très bien, merci. Alors, évidemment, on a répondu à la question de Stéphanie de Benfeld J'espère. sur ce terrain. Et Mhm. j'espère elle est très heureuse de l'autre côté de son transistor. Si vous avez des questions, vous aussi, eh bien, vous allez sur le Facebook d'Igloo, Igloo on Air, et puis vous posez vos questions. Et on organisera peut-être une petite émission comme ça avec Cédric Simonin. Avec plaisir. Merci Cédric. Merci. À bientôt. À bientôt. Dans Igloo. Igloo, le Mac de l'habitat.